Bonjour et merci infiniment d'être avec nous, malheureusement pas en direct pour cette table ronde de conférence. Malheureusement, les mesures sanitaires actuelles font que nous ne pouvons accueillir de public, une fois de plus, au Centre culturel coréen. Mais je remercie une nouvelle fois le Centre pour maintenir ce rendez-vous, pour s'exprimer sur des sujets coréens, sujets culturels. Et merci infiniment pour votre fidélité et votre présence devant vos écrans petits ou plus grands. Pour nous suivre, ce n'est pas toujours évident, mais surtout avec une table ronde. Mais vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à suivre toutes les captations. Donc un très grand merci pour vous, pour votre fidélité et aussi pour vos commentaires extrêmement chaleureux. Ça fait plaisir d'avoir et surtout, ça permet de dépasser un petit peu la déception de ne pas pouvoir échanger, notamment en fin de conférence avec le public, avec des questions-réponses. Et nous sommes plus qu'impatientes et impatients à vous retrouver en direct live, on l'espère, très prochainement. Aujourd'hui, le sujet, ce sera le cinéma coréen, la France enfin conquise. On va s'intéresser à la représentation et la visibilité du cinéma coréen à un niveau mondial, mais surtout français. Effectivement, la fin de l'année 2019 et 2020 était un petit peu l'apogée, un véritable âge d'or universel pour le cinéma coréen, avec le succès planétaire de Parasite, Palme d'or au Festival de Cannes en 2019, près de 2 millions de spectateurs dans les salles françaises pour voir le film, 4 Oscars du jamais vu pour un film asiatique et un film coréen, et un succès qui, en plus, on a entraîné d'autres, ou en même temps est arrivé en même temps que d'autres, sur d'autres supports, notamment Netflix, la saison 2 de Kingdom, qui a enregistré des très bons chiffres. Bref, le cinéma, la culture coréenne à l'apogée. En France, ça fait une vingtaine d'années que le cinéma coréen est visible, représenté, mais pour autant, est-ce qu'il est connu, reconnu, identifié par un grand public? Est-ce qu'il est capable ou est-ce qu'il sera capable de truster le box-office français des prochaines années, de concurrencer les Star Wars, Fast and Furious et Tuche à venir? Ou bien est-ce que ce n'était qu'une petite parenthèse enchantée? On va essayer d'en débattre aujourd'hui avec cette conférence table ronde en présence d'Emmanuel Spadacenta. C'est ça, bonjour. Bonjour, journaliste, critique des cinémas depuis 2005, ce n'est pas une date anodine pour le cinéma coréen en France, et actuelle rédactrice en chef de Cinéma Teaser. C'est moi qui place le produit à l'image, comme ça on ne pourra pas t'en vouloir. Merci. Excellent, mensuel de cinéma. Pas facile de faire un magazine de cinéma en ce moment. Non. On en discutera aussi. Ça marche. Et à ma droite, sur votre gauche, David Tredler, président et chef programmateur du Festival du film coréen de Paris, festival qui existe depuis 2006. Exactement. Tu as été heurté de plein fouet par le virus. On pourra en dire quelques petits mots avec la dernière édition. Ce n'était pas simple. Voilà, c'est sûr. Bien, on va donc débattre de cette visibilité du cinéma coréen en France. Comment ça va se passer? Eh bien, on va faire une petite partie introductive pour amener au cinéma coréen et sa représentation en France, une petite partie historique que j'aurai le plaisir d'introduire. On va revenir un petit peu aux origines du renouveau et du grand succès du cinéma coréen, non pas seulement en France, mais dans le monde entier. Ensuite, on va justement se focaliser sur ce qui s'est passé les 20 dernières années en France, tout d'abord par le biais des festivals, ensuite par l'avènement du cinéma, et ensuite nous allons ouvrir à cette belle table ronde pour en discuter et débattre par rapport aux outils de promotion qui existent, par rapport à la reconnaissance justement d'un public, et encore une fois à savoir si le cinéma coréen compte vraiment dans le box-office actuel. Allez, je me lance. Petit saut historique dans le temps. Je vais essayer d'être extrêmement bref. Je suis désolé pour le raccourci historique que je prends. On va condenser et synthétiser tout ça.
Tout d'abord, la toute première chose extrêmement importante à savoir, et que j'ai déjà mentionné et souligné dans l'autre conférence que j'ai pu donner par rapport à l'histoire du cinéma coréen, c'est que le cinéma coréen en 2019 a fêté ses 100 ans. Le cinéma est né en Corée en 1919. 100 ans, c'est extrêmement important de le souligner parce qu'il existe depuis déjà très longtemps. Il y a une véritable culture du cinéma, il y a un savoir-faire, il y a des techniciens. Il s'est passé beaucoup de choses, pas toujours dans la joie et la bonne humeur. Il est né dans des conditions extrêmement difficiles, sous occupation japonaise, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a un véritable premier âge d'or du cinéma coréen qui s'est mis en place, âge d'or à la fin des années 50, au début des années 60, mais qui a été freiné en plein élan par le régime qui a été mis en place sous la présidence de M. Park, qui a fait une mainmise sur le cinéma coréen très rapidement, dès 1963 et jusqu'à la fin de son règne en 1979. Je vais synthétiser, mais sachez que parmi les mesures restrictives, il y a une censure extrêmement forte qui a été appliquée avec bon nombre de sujets tabous, une censure qui est allée en se renforçant. Et puis surtout, dès le départ, il va mettre en place une politique du 3 pour 1. Il oblige les distributeurs et producteurs coréens à produire 3 films pour permettre l'importation d'un film étranger, ce qui aura surtout pour conséquence d'écrémer un petit peu les producteurs-distributeurs petits et moyens et d'arriver à monopoliser pour mieux contrôler les distributeurs restants. Eh bien, tout cela va avoir des conséquences évidemment terribles. Le cinéma coréen va péricliter et on va arriver au début des années 90, donc bien après la fin de règne de M. Park, à un cinéma qui est dévasté. Au début des années 90, on se place à 56 films tournés par an et des parts de marché qui n'excèdent pas les 16%. Tout sauf pour assurer évidemment le futur succès de quelqu'un comme Parasite. En revanche, dès la fin du règne de M. Park, va quand même se mettre en place des petites aides, un grand changement par rapport à amener au renouveau du cinéma coréen. Durant les années 80, eh bien, la première des mesures sous une nouvelle présidence sera de relâcher un petit peu la motion de censure. On va la relâcher et on va carrément interdire la censure dans le milieu du cinéma en 1996. Ce qui n'empêche qu'il y aura une classification par rapport au film, mais normalement, on n'a plus le droit d'intervenir, de censurer, de couper dans le film qui sortent en Corée. La deuxième des mesures, en 1984, eh bien, ça va être justement d'abroger la loi du 3 pour 1. On ne devra plus produire 3 films pour importer un film étranger, mais on pourra produire en quasi toute liberté. Et également, on va également encourager des initiatives plus indépendantes de privées, de petites maisons de production qui vont avoir le droit de produire des films au cinéma. D'autres dates clés extrêmement importantes vont être 86 et 88, où on va autoriser l'importation massive des films étrangers, et notamment américains, et l'ouverture carrément de maisons de production en Corée, ce qui va avoir pour conséquence de frapper de plein fouet le peu de cinéma coréen qui restait encore, avec l'avènement des blockbusters américains qui étaient en plein âge d'or de la fin des années 80, avec les premiers gros blockbusters à déferler et à évidemment emballer le cœur des Coréens. Mais qui aura pour conséquence positive la hausse de la fréquentation, à nouveau, un public qui a envie de voir ces blockbusters américains, qui retourne en salle et qui va entraîner l'ouverture de nouvelles salles et la future installation des multiplexes. Donc un effet quand même négatif et positif à la fois. Là où tout va changer pour le cinéma coréen sera la date 1993, sous la nouvelle présidence du premier président élu démocratiquement, Kim Young-sam, eh bien, où le ministre de la Culture
va sortir une proposition de loi qui sera d'élever le cinéma au rang de produit industriel des stratégies nationales. En fait, il va prendre pour argument choc qui va faire la une de tous les journaux de la Corée de l'époque, le fait que le dernier blockbuster en date, Jurassic Park de Steven Spielberg, eh bien, aura dégagé un montant de bénéfices qui équivaudrait à la vente de 1 500 000 voitures Hyundai. Donc, en très gros, il y a de l'argent à se faire avec le cinéma. Alors, pourquoi pas la Corée? Cette loi va donner tout plein d'avantages fiscaux pour tous les producteurs qui voudraient investir le cinéma. Et en fait, cette loi va être suivie par une deuxième loi un an plus tard, en 1994, qui sera celle de la promotion du cinéma coréen. Donc également donner tout un tas de subventions par rapport à un cinéma peut-être plus indépendant. Créer des résidences d'artistes, créer ou renforcer des écoles de cinéma, envoyer des futurs réalisateurs à l'étranger pour suivre des études et revenir avec un savoir certain pour l'investir dans le cinéma coréen. La première des conséquences, eh bien, c'est que ça va intéresser les grands industriels. Et oui, un produit culturel élevé au rang industriel, eh bien, ça va intéresser des entreprises comme Samsung, Daewoo ou Hyundai, qui sont en très gros des très grands conglomérats qui possèdent tout un tas de sociétés et qui vont les réunir en rachetant également d'autres sociétés pour pouvoir contrôler toutes les procédures nécessaires à la fabrication d'un film. En très gros, ils auront des maisons de production, des plateaux de tournage, des facilités de post-production, jusqu'à leur propre réseau de salles de cinéma, leur vente de DVD, des artistes, de l'industrie du disque, de la musique et de la télévision pour pouvoir le placer au sein de l'industrie. Bref, ils pourront contrôler tout de A à Z et tout ça avec des avantages fiscaux grâce à cette nouvelle loi de 1993. Bien leur en prend et mal leur en prend parce qu'ils sont un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'on est vraiment au niveau le plus bas du cinéma coréen. Lorsqu'ils investissent massivement, ils doivent partir de zéro. Les investissements sont extrêmement lourds pour un retour sur bénéfice extrêmement peu, ou du moins pas assez intéressant pour eux. Et ils ont le malheur de la crise financière de 1997 qui frappe évidemment un très grand coup, qui va beaucoup les affaiblir et qui va faire qu'ils vont se détourner très rapidement du cinéma, qui n'aura pas encore pris. En revanche, l'investissement de tous ces gens-là eh bien, aura contribué à paver la voie du succès futur. Il faut comprendre qu'ils ont inventé un modèle qui va intéresser d'autres industriels à émerger par la suite. Ils ont contribué à la formation de tout un tas de techniciens, futurs réalisateurs, mais également comptables, gens du marketing, de la distribution, qui vont prendre la relève lorsque les trois grands se retirent pour repenser, eux, le modèle et enfin entraîner le cinéma coréen vers ce qu'on appelle le renouveau, vers la fin des années 90-97. Le comble de l'ironie, c'est que Samsung se retire pile au moment où ils auront le plus grand de leur succès, un petit grand film du doux nom de Shiri, qui va être une véritable balise, une pierre blanche dans le renouveau du cinéma commercial. Samsung qui a investi, qui ne pensait plus au succès, qui se retire. Malheureusement, Shiri fera plus de 6 millions d'entrées à l'époque en Corée. Un succès jamais vu. Jusque-là, le record était détenu par Titanic qui avait fait 4 300 000 entrées. À voir d'où venait le cinéma coréen et à quel point il a tout de suite surplombé le plus grand succès de l'univers, Titanic, à l'époque. C'était le premier d'une très longue série de blockbusters à venir, car lorsqu'on prend les entrées, les chiffres des entrées des box-office, eh bien, Shiri, le tout premier, se retrouve au jour d'aujourd'hui à la 59e place des plus grands succès coréens. C'est-à-dire que depuis 1999, il y a eu plus de 58 films qui ont fait encore plus de 6 millions de spectateurs. En fait, dès 1999,
2000, chaque année, on aura un blockbuster qui va exploser le record de l'année précédente, sauf à quelques exceptions près. Chaque année, il y aura un film qui va faire 7 millions, 8 millions, 10 millions, 12 millions d'entrées, jusqu'à arriver en 2017 au Grand Admiral, qui est aujourd'hui le déteneur du plus grand record de nombre d'entrées, avec 17 millions d'entrées. Quasiment un Coréen sur 3 sera allé en salle pour voir ce blockbuster. Vous voyez que le renouveau finalement du cinéma coréen n'est pas venu par rien, mais par une certaine économie. Et tout d'abord par la consolidation de l'industrie cinématographique locale, nationale. Ce qui est beau lorsqu'on reprend justement ce renouveau, eh bien, c'est que non seulement le cinéma coréen va naître commercialement, mais également de manière plus indépendante. On aura vraiment les deux pans du cinéma, indépendant et commercial, qui va grandir quasi main dans la main, qui va s'enrichir avec des très grands succès plus indépendants, Ivre de femmes et de peinture, la grande période Kim Ki-duk avec des titres comme L'île, Burning, Poétrie par Lee Chang-dong, bref, des films qui feront le tour des circuits festivaliers du monde entier et qui vont attirer petit à petit eh bien, l'attention du monde pour que justement la vague du cinéma coréen pourra déferler. Et là, il y a une deuxième stratégie un peu économique, un peu commerciale. Encore une fois, je suis désolé parce que je parle à beaucoup de cinéphiles, mais oui, le cinéma est aussi une histoire de pognon. Eh bien, il y a un mouvement, une politique qui sera adoptée à la fin des années 90, qu'on va définir aujourd'hui comme le mouvement Hallyu, la grande vague. Eh bien, ce mouvement était là encore une initiative purement économique. On s'est dit qu'avec cette richesse de la culture coréenne, il y aura quelque chose à faire aussi au niveau mondial. Et on va investir beaucoup d'argent du côté de la Corée pour aider à la promotion de la culture coréenne à l'international. Alors ça s'applique évidemment au cinéma, puisque le cinéma est en plein renouveau et qu'on a vraiment un bon matériau de base pour déferler sur le monde, mais ça va s'appliquer également au niveau de l'industrie des disques, de la télévision et de tout un tas d'autres choses, la nourriture, la cosmétique, etc. On veut promouvoir tout ce qui est lié à la culture coréenne et espérer gagner de l'argent, faire un retour sur bénéfice également avec des films qui seront des blockbusters et des marques souvent marquées, donc du product placement, placement de produits pour ensuite vendre ces produits dans les magasins. On va donner envie aux spectateurs du monde entier à manger coréen et donc accompagner la sortie des films de l'ouverture des restaurants. On va se mettre à la pointe de textiles, à vouloir vendre le vêtement, etc. Bref, créer une véritable économie. Dans un premier temps, eh bien, toute cette promotion sera au niveau cinématographique l'accompagnement de la visibilité du cinéma à l'extérieur. On va contacter les festivals du monde entier pour présenter ce qu'on a. On va créer un très grand festival de cinéma en Corée, le festival du film de Busan, pour donner une visibilité au cinéma qui existe. On va payer le voyage des réalisateurs pour être présents, accompagner leurs films. On va payer les gens, les professionnels du cinéma pour pouvoir se payer le festival de Cannes et son marché et la pizza qui coûte 12 € là-bas. Donc on va promouvoir en fait l'exportation de ces films. On va donner des avantages à des distributeurs français en fait, à investir, à sortir ces films à l'étranger. Dans un deuxième temps, on va essayer d'investir dans le pays même. On va ouvrir des bureaux de production. On va commencer des coproductions avec des pays pour accompagner, pour produire localement, mais aussi avec des stars coréens et donner encore plus de visibilité en fait au cinéma coréen.
Parmi les exemples les plus frappants, eh bien, ça va se situer en Asie avant tout, dans des pays comme la Thaïlande, les Philippines ou l'Indonésie, où la Corée va investir massivement dans des chaînes de télévision, racheter des chaînes de télévision pour produire une production locale et mélangée à la culture coréenne. Et l'exemple le plus frappant, véritablement, est celui du Vietnam, où la Corée arrive par le biais des centres commerciaux. En fait, un très grand groupe, conglomérat, qui s'appelle Lotte, va décrocher des contrats de construction de centres commerciaux dernier cri, où il y aurait au dernier étage le multiplex dernier cri avec la sono, l'écran, la 4DX, etc. Mais où ils vont négocier un contrat avec le Vietnam qui fait que 30% des films qui seront montrés dans ces multiplex eh bien, seront des productions coréennes. Ça, c'est une première étape. Donc, au début des années 2000, tout d'un coup, le Vietnam se retrouve avec au moins 30% des films coréens distribués. Les Coréens n'ont pas le droit à montrer plus de films, si vous voulez. Là intervient la deuxième étape. La Corée va ouvrir des maisons de production et produire localement, encore une fois avec des stars vietnamiennes, avec des films, des scénarios typiquement vietnamiens, mais avec des acteurs coréens pour permettre ce brassage. Et la dernière et la pointe de génie, c'est de proposer de faire des remakes des plus gros succès coréens. Et il y a un film qui s'appelle Miss Gerani, qui a été un énorme succès en Corée et qui a été réadapté dans 8 autres pays asiatiques à ce jour et qui ont été dans la plupart les plus grands succès, parfois du temps, du pays. Ce n'est pas un film vietnamien, ce n'est pas un film indonésien ou taïwanais, c'est la Corée qui est derrière. C'est aussi pour cela que finalement, nous sommes confrontés à ce renouveau, à cette omniprésence de la culture et du cinéma coréen à un niveau mondial. Comment ça se passe en France, pays de l'exception culturelle? Eh bien, la Corée est présente, c'est un peu plus compliqué. Et il est présent bien plus longtemps qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement le phénomène à la mode de ces dernières années. En fait, le cinéma coréen n'a quasiment pas existé avant les années 80. Mais il y a 2 dates clés dans les années 80. C'est 2 dates clés au niveau festival. Le tout premier, c'est le Festival des 3 continents, toujours à la pointe du défrichage dans les années 80 et 90. Eh bien, dès l'ouverture de la Corée envers le monde, ils ont envoyé leurs programmateurs, ils ont vu qu'il existait un véritable patrimoine culturel et cinématographique sur place et ils vont proposer 2 mini-focus dès 1986, alors que personne au monde ne parlait encore d'un cinéma coréen. La deuxième date clé, c'est la sélection, dans la sélection à certains regards au Festival de Cannes en 89, de Pourquoi Domi est là. Bodhidharma. Merci, voilà, exactement. Bodhidharma. Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient, non pas vers l'Occident? Ce sera le deuxième lapsus que j'étais sûr de faire. Qui se retrouve sélectionné à un certain regard, qui vient de nulle part, qui va même faire la couverture à l'époque du magazine Positif, de par son caractère extrêmement insolite, sa qualité avant tout, mais par le fait d'avoir été le film d'un seul homme, finalement, de son réalisateur, qui aura mis plus de 7 ans à tourner son film en occupant chaque poste clé à la caméra, à la lumière, au son, etc., pour faire ce film foncièrement indépendant. Ça ne va pas entraîner une reconnaissance du cinéma coréen, et pour cause, il n'y a justement pas beaucoup de cinéma coréen, et surtout pas de qualité à l'époque, ou du moins propre à une exportation. Donc, dans les années qui suivent, ça va être encore par le biais de festivals qu'on va prendre conscience et connaissance des cinémas coréens en France.
ça va être le festival d'Amiens et de La Rochelle qui, dès le début des années 90, vont là encore proposer des mini-focus. Ça va être l'incroyable rétrospective du Centre Pompidou qui va proposer pas moins de 80 films pour éveiller l'attention des cinéphiles et des critiques par rapport à l'héritage culturel cinématographique coréen de l'époque. Et ensuite, ça va faire effet boule de neige. D'autres festivals, comme le Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, qui dès sa première édition en 1995 va proposer un mini-focus. Le Festival asiatique de Deauville, qui va beaucoup focaliser son attention sur la Corée. Et puis ensuite, tout le grand festival qui vont suivre pour enfin arriver à ces renouveaux et accompagner l'arrivée du cinéma coréen dans les salles obscures et dans le cœur des cinéphiles. J'ai enfin assez parlé, je vais enfin pouvoir ouvrir la table ronde. Désolé d'avoir été aussi long. Et boire un peu d'eau. Qui veut se lancer par rapport à l'arrivée du cinéma, plus généralement, non pas seulement par rapport au film? David, peut-être, avant de se plonger dans le chiffre? Oui, du coup, c'est vrai que tu as parlé beaucoup de l'arrivée du coup, par les festivals des années 80-90. Après, en salle en France, ça a été véritablement visible pour le public au tout début des années 2000 plutôt. C'est vrai que les premiers films qui sortent au cinéma en France de Corée, c'est justement ces films dont tu parlais tout à l'heure, les grands succès de la fin des années 90, des films comme Shiri, comme Memento Mori, comme La sixième victime, c'est Sur la trace du serpent, des polars, des petits films noirs qui sortent vers 2001-2002. C'est les premiers films que le public peut repérer, qui sont des sorties assez confidentielles encore en France. Et après, très vite, une fois que, par exemple, le Festival de Cannes, forcément, s'empare du cinéma coréen, il commence à y avoir une ouverture auprès du public qui est plus grande. Ivre de femmes et de peinture, que tu as mentionné, il me semble, d'Im Kwon-taek, qui en 2002 remporte le prix de la mise en scène à Cannes. Et très vite, du coup, le Festival de Cannes, qui est un baromètre important pour la cinéphilie en France, va faire découvrir des cinéastes. Et c'est vrai que finalement, le cinéma coréen qu'on voit en France très vite, c'est le cinéma qui est passé les premiers films, ces films populaires, polars, films noirs, de la fin des années 90, ça va être un peu calqué sur la programmation finalement des grands festivals, notamment du Festival de Cannes. Donc on parlait de Im Kwon-taek, et après il va y avoir les films de Park Chan-wook, les films de Bong Joon-ho, et c'est vrai que très vite on va être dans cette c'est pas une boulimie non plus parce que ça va pas être énorme, mais très vite on va passer de 0 film par an dans les années 90 coréens qui sortent à dans les années 2000 10 films, 11 films, 12 films par an, et ces films de ces auteurs qui émergent à cette époque-là, qui sont des cinéastes qui ont étudié le cinéma dans les années 80-90, les Bong Joon-ho, les Park Chan-wook, les Kim Ji-woon. Et c'est vrai que finalement très vite, et Hong Sang-soo et Kim Ki-dok, le cinéma coréen en France va être représenté par une demi-douzaine de cinéastes qui vont un peu truster les salles de cinéma. Effectivement, c'est intéressant de voir que le Festival de Cannes est une sorte de premier filtre de la distribution du cinéma coréen en France. Et qu'il fait émerger des auteurs, et ces auteurs ont effectivement les honneurs de la salle chez nous. Et après, c'est vrai qu'en dehors de ça, il y a beaucoup de sorties DVD, un autre type d'exploitation. Aujourd'hui, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que les auteurs coréens qui auraient, ou les réalisateurs coréens, même sans être des gros auteurs, qui n'auraient pas l'honneur du Festival de Cannes, ont beaucoup moins de chances en France d'être exploités en salle. Donc effectivement, on est carrément, comme tu le disais, dans le baromètre ultime du marché coréen en France, quoi. Ça, c'est vrai.
Pour qu'on comprenne bien l'arrivée du cinéma coréen en France, on a évoqué Bodhidharma, je l'ai bien dit, qui a fait très peu d'entrées à l'époque. Les chiffres n'étaient pas bons. C'est un peu un ovni. Encore une fois, on n'avait pas identifié le cinéma coréen. C'est un film qui dure 2h55, qui n'est pas facilement accessible, plutôt indépendant, art essai, un peu plus pointu. Après, dans les années 90, je crois, de mémoire, il y a 2 sorties cinématographiques, dont un film d'Im Kwon-taek, La chanteuse de Pansori, mais qui passe totalement inaperçu. Le premier jalon, c'est véritablement, tu l'as évoqué David, Ivre de femmes et de peinture, qui se fait repérer par le Festival de Cannes et par le prix de la mise en scène, mais qui fait un mini carton à l'époque, de manière totalement inattendue en fait. Qui est longtemps resté un des plus gros cartons du cinéma coréen. Très très longtemps, avant Bong Joon-ho, c'était devenu c'était le plus gros succès, ça fait 315 000 entrées. Ouais. C'est énorme pour un film coréen. Enfin, aujourd'hui, je crois que ça doit être le 3e succès du cinéma coréen en France. Est-ce que c'était également motivé par le fait que la couverture médiatique à l'époque accordait encore beaucoup d'importance au festival de Cannes, et justement véhiculait, informait un certain type de public par rapport à ces films de Kim Ki-duk, Lee Chang-dong, par rapport à un cinéma plus confiné, qui serait plus commercial, mais qui n'était pas couvert par la presse? Je crois que longtemps, par exemple, Positif faisait des couvertures du cinéma coréen d'auteur. Lee Chang-dong, effectivement, vous avez parlé de Bodhidharma, c'est tout à fait vrai. Et donc, là encore une fois, c'était filtré par les festivals. Mais Positif ne se cache pas de faire des couvertures et de traiter un cinéma d'auteur, plus particulièrement quand en plus sont des bêtes à festival. Une fois que le cinéma coréen de genre et un peu plus commercial est arrivé en France, là, sur le coup, la couverture médiatique, c'est spécialisé, si vous voulez. Donc, il y avait quelques magazines grand public qui traitaient ce cinéma-là, mais de manière extensive, ça restait quand même un cinéma, une presse extrêmement spécialisée, comme Madasia notamment ou Kumité. Oui, c'est ça. En fait, l'émergence du cinéma coréen aussi en France s'accompagnait d'un petit âge d'or du cinéma asiatique en France, parce qu'au début des années 2000, on a eu coup sur coup plusieurs succès, aussi bien critiques que publics. Je pense In the Mood for Love. Pour un cinéma plus commercial, on avait Hong Bak, qui a fait un très bon score. Il y avait quelques super productions chinoises qui ont attiré les foules. Donc il y avait quand même un engouement autour d'un cinéma asiatique en général, qui a vu l'émergence de plusieurs titres magazines dédiés uniquement au cinéma asiatique, et où on a vu plusieurs couvertures dédiées au cinéma coréen, en fait, mais qui étaient un peu noyées dans la masse d'un engouement autour d'un cinéma asiatique en général. Je crois que la presse extrêmement généraliste s'est emparée du phénomène coréen à partir de Old Boy. Old Boy, Memories of Murder, là d'un coup le cinéma coréen est devenu un cinéma qu'ils estimaient être grand public. Moi qui ai commencé ma carrière en 2005, j'étais donc pigiste au magazine Score. Il y avait des journalistes extrêmement spécialisés dans le cinéma asiatique qui d'un coup pouvaient écrire de manière extensive sur ces films-là. C'est vrai que c'est un film qui a été un électrochoc pour le public français, qui a eu le Grand Prix à Cannes. Et c'est vrai que c'est une année, 2004, c'est l'année où effectivement il y a eu Old Boy, c'est l'année où il y a eu Memories of Murder, c'est l'année où il y a eu Deux Sœurs de Kim Ji-woon qui est sorti aussi, c'était son premier qui sortait en France. C'est que ça a été un moment charnière, cette période-là, pour le cinéma coréen. Old Boy, c'était l'affaire de lance parce qu'il avait Laura Canoise avec lui. Mais c'est vrai que c'est une année, 2004, où on avait l'impression que ça y est, le cinéma coréen décollait, quoi, et que le ciel était sa limite. Hein. C'était vraiment, c'était assez impressionnant. Et même pour le pendant auteur, hein. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'est une époque où il y avait 3 films de Kim Ki-duk qui sortaient par an. Les Hong Sang-soo ont commencé à sortir aussi à cette époque-là. Il y avait une espèce de ferveur de tous les côtés autour du cinéma coréen, que ce soit
cinéma populaire ou le cinéma d'auteur. Et il y avait une diversité de distributeurs. On sentait vraiment que chaque distributeur voulait son Kim Ki-duk à l'année, parce que quand effectivement ces films sortaient, il y avait énormément de distributeurs qui étaient capables de mettre la main sur un film coréen et le sortir. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup moins de distributeurs qui se disputent ce cinéma-là. Mais à l'époque, effectivement, Pathé sortait des films coréens, Diaphana, Oecourt, enfin tout le monde sortait. Enfin, c'était pas, si vous voulez, c'était pas un cinéma spécialisé, quoi. C'était vraiment, enfin, tout le monde se sentait capable et tout le monde voulait sortir un film coréen dans l'année parce que c'était important. 2004, 2005, 2006, c'est aussi des années où le DVD était au plus fort. C'est aussi par ce biais-là que un autre public a pu accéder, en fait, que le cinéma s'est diversifié du coup. Bah, c'est sûr que... Alors, moi j'ai plutôt l'impression que c'est la salle qui a amené le cinéma coréen chez les gens, mais qu'après, effectivement, il y a un travail de recherche à faire dans tout ce qui est effectivement DVD et marché de la consommation à la maison. J'ai plus l'impression que finalement, aujourd'hui, il y a l'offre du DTV est plus riche qu'à l'époque où les films finalement qui sortaient en DVD, c'était les films qui étaient sortis en salle à peu près. Alors qu'aujourd'hui, si on veut vraiment être exhaustif sur le cinéma coréen qui sort en France, le DVD est clairement dans l'équation. Ça me semblait moins être le cas, mais peut-être que je me trompe. Il y a quand même quelques grands noms du cinéma coréen. C'est vrai que je pense à Ryu Seung-wan, par exemple. Ah oui, bien sûr. Ces films, évidemment. lui, ont commencé à sortir, mais directement en DVD à cette époque-là. Oui. Quelques titres pour nos spectateurs, peut-être. Oui, il y a eu City of Violence, Arahan. Il y a eu The Agent aussi. The Agent. Et son plus gros succès, lui tout le temps resté un des rares films à n'être pas sorti en DVD en France, c'est Vétéran, qui en 2015 avait explosé le box-office coréen et fait 13 millions d'entrées. Pour la presse, est-ce qu'il y a d'autres dates clés par rapport au cinéma coréen en France ? Excepté peut-être Parasite, évidemment, qui est le plus proche en mémoire, mais dans la lignée, dans la prolongation de 2005 ? Je crois que tous les films de Bong Joon-ho, à chaque fois qu'ils sortent, il y a une sorte de mini-engouement autour du cinéma coréen qui se forme. Et peut-être que finalement, Transpersonnage, même si son identité coréenne n'est pas totale, a réévalué l'engouement de la presse pour le cinéma coréen. Moi, je me souviens que les Inrocks avaient fait une interview de Bong Joon-ho à l'époque. Enfin, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sort un film, et puis Park Chan-wook, c'est pareil. Park Chan-wook, à chaque fois qu'il sort un film, on sent vraiment que le cinéma coréen reprend de la place. Et entre-temps, c'est beaucoup plus calme, on va dire. Bon, Léon Sang-soo, évidemment, mais une date vraiment... Je crois pas qu'il y ait une date... En 2016, il y a eu la coordination des succès de Dernier train pour Busan et Mademoiselle, cette année-là, qui tous les deux quand même ont fait... C'était deux films qui étaient encore une fois à Cannes. Ça, c'était, j'allais dire c'est terrible, mais non, c'est presque logique. Dernier train qui était donc en séance de minuit à Cannes et qui avait eu un énorme buzz. Donc quand le film est sorti, ça avait cartonné. Il y avait une sorte de total engouement dessus, voilà. Et effectivement, c'était l'année de Mademoiselle, et Mademoiselle qui avait aussi beaucoup marché en salle. Oui, effectivement. Tu as raison. Dernier train pour Busan, c'est peut-être quelque chose où d'un coup le cinéma coréen devenait, sur le coup l'équivalent presque d'un film américain. Là, on a vraiment senti que le côté divertissant du film le mettait sur un pied d'égalité avec un cinéma de genre américain. Ça, c'est vrai. On a lancé beaucoup de noms comme ça, des titres de films, de noms de réalisateurs. Nous avons, Emmanuel, tu as préparé le chiffre aussi, pour peut-être nous focaliser, voir d'un peu plus près justement ce qui s'est passé. Sur les chiffres, il y a quelques points à retenir. Alors, c'est vrai que, à part que Parasite trône en haut et que personne n'est jamais arrivé à ce chiffre-là de 1,8 million, on peut voir quand même que le deuxième plus gros succès, c'est encore Bong Joon-ho avec Snowpiercer.
Transperce-Neige. Oui, Transperce-Neige, pardon. Donc 680 000 entrées, donc c'est vraiment un gros succès. Mais Bong Joon-ho, de toute façon, c'est quelqu'un qui marche relativement bien. Oui, et puis après, je pense que le Transperce-Neige, il a un caractère un peu particulier, avec des stars américaines au casting, et je pense que pour beaucoup de spectateurs, c'était un film américain. Ouais, pardon. C'est vrai que... Et puis, en plus, il y avait un petit côté francophile, puisque c'était une BD française à la base. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, ça a faussé, je pense... Totalement. Ça l'a aidé. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de spectateurs qui, à l'époque, on leur aurait demandé quelle est la nationalité du film. On aurait dit américain. On a la moitié qui aurait été incapable de dire que c'était un film coréen. Quand on parle de vrais gros succès du cinéma coréen, là, en l'occurrence, il y a une petite quinzaine de films qui sont au-dessus de 100 000 entrées. Bon, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, c'est pas un très très gros score, mais finalement c'est assez notable parce que quand on pense qu'un Kim Ki-duk comme Locataire ou comme Printemps-été, automne-hiver et printemps sont des films qui finalement font pour Locataire presque 150 000 entrées et donc Printemps-été, on en a parlé tout à l'heure, c'était 225 000 entrées. Bon, Kim Ki-duk aujourd'hui fait plus de films, mais c'était quand même une valeur sûre du cinéma d'auteur. Finalement, l'ambassadeur le plus présent en France du cinéma coréen, c'est Hong Sang-soo. Et Hong Sang-soo, on voit que dépend des films. C'est quelqu'un qui peut faire 10 000 entrées comme beaucoup plus. Puisque je crois que son plus gros succès à Hong Sang-soo, si je ne m'abuse, ça doit être... Celui avec Isabelle Huppert. In Another Country, ouais, c'est ça, qui est de près de 75 000 entrées. Alors, ce qui n'est pas énorme non plus, mais bon, pour un Hong Sang-soo, 75 000 entrées, c'est vraiment pas mal. Et qui a bénéficié, celui-là, je pense, de la présence d'Isabelle Huppert en tête d'affiche. Ouais. Et puis aussi de Cannes, parce qu'il me semble qu'il est en plus à Cannes. Donc voilà. Que dire d'autre que, effectivement, les gros noms d'aujourd'hui, comme Na Hong-jin, ne sont pas forcément des gros cartons en salle. Na Hong-jin, le plus gros, je crois que le plus gros carton, enfin le plus gros succès, c'est 70 000 entrées avec The Chaser, donc son premier film. Ensuite, c'est The Strangers, qui a 60 000 entrées. Après, pour The Murderer, on est à 50 000 entrées, donc c'est des bonnes moyennes. Ça veut dire qu'il a quand même une vraie fanbase en France qui est à peu près de 60 000 personnes. Voilà, que dire d'autre ? Oui, moi, de ce que vous évoquiez, en fait, lorsque je prends ne serait-ce que le top 15 pour nous limiter un tout petit peu, c'est cette constance, en fait. Dans le top 15, on a quasiment tous les 2 ans un succès. Ça commence en 2002 avec Ivre de femmes et de peinture et La princesse du désert, Musa, qu'on évoque très peu, en fait. Oui, j'étais très surpris de voir ce succès à l'époque. Ensuite, 2004, Printemps, été, automne, hiver. 2005, Locataire. Bref, quasiment tous les 2 ans jusqu'à nos jours. Donc, il y a une belle constance quand même. Un succès qui relance toujours l'intérêt, qui relance aussi une couverture médiatique par rapport à ces films. Beaucoup de films qui effectivement ont bénéficié d'une présence festivalière, donc d'une couverture médiatique déjà en amont de la sortie des films, sur laquelle ils peuvent jouer. Je pense que c'est extrêmement important. On le voit pour Lee Chang-dong, notamment Poetry et Burning, qui sont des films quand même qui sont parmi les plus gros succès du cinéma coréen en France, avec plus de 200 000 entrées. Lee Chang-dong, clairement, il est très identifié auteur Cannes, et je crois qu'il a vraiment des gens qui le suivent en France. Il séduit vraiment le public français. Ce que je remarque également, c'est cette diversité qu'on a mentionnée également. Il y a autant de films commerciaux, d'ailleurs parmi les premiers, il y a presque plus de films commerciaux que de films indépendants, mais il y a une belle balance. Oui, c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'il y a tout un public cinéphile qui est extrêmement présent quand les grands auteurs sortent des films. Il y a aussi, je pense, un vrai cœur du public qui est extrêmement fan du cinéma de genre coréen. Et là, l'extase, dirions-nous, c'est quand le cinéma de genre rencontre le cinéma d'auteur pour Parasite, par exemple. Et là, on sent vraiment que les deux publics se rejoignent totalement. Et d'un coup, ça fait des succès quand même énormes. Quand on voit, par exemple, que par exemple, le plus évident, forcément, c'est Parasite. Mais j'avais aussi, Old Boy, par exemple, voilà, en 2004, qui fait près de 150 000 entrées. Voilà. Mais bon, encore une fois, vous avez toujours le fantôme, le spectre de Cannes là-dessus.
clairement, on sent que ça aide. D'ailleurs, il faudrait compter, mais dans les 15 premiers, Le Bon, la Brute et le Cinglé étaient à Cannes. Il était à Cannes, Old Boy était à Cannes. Locataire, il me semble, était à Cannes aussi. Je Non, suis peut-être pas. sûr, Non, Locataire je n'était pas crois à Cannes. The Host était à Cannes. Ouais. Burning et Poétrie aussi. Ouais. Printemps-été, il l'était. Dernier train pour Busan, il l'était. Mademoiselle. Ivre de femme et de peinture. Et Parasite. Donc c'est quand même... on sent vraiment là le poids du festival sur le succès des films. Et Clairement. puis, quand on descend en dessous, on voit que c'est la même chose. Oui, hein. c'est... Le gangster, le flic et l'assassin, Mother, In Ouais. Another Country, Secret Sunshine, The Chaser, tout ça, c'est Ouais. des films canois. Oui, c'est vrai qu'on oublie que Na Hong Jin est complètement né à Cannes aussi. Mm. Enfin, en tous les cas, la popularité de Na Hong Jin en France passe par Cannes. Là où j'étais très surpris, c'est Hong Sang-soo, qui a même fait la couverture des Cahiers du cinéma, si je ne m'abuse, qui est très régulièrement cité parmi les grands du cinéma coréen, mais finalement se retrouve à la 20e position, effectivement, avec un film avec Isabelle Huppert, Ouais. donc quand même, la renommée de cette actrice française a dû aider. Et, c'est un monsieur qui fait quasiment 2 films en moyenne ces 10 dernières années, Ouais. et pourtant se retrouve en bas du classement. Oui. Donc, on fera- Et régulièrement, Hong Sang-soo a des films qui font moins de 10 000 entrées. Hein. Enfin, mais après, ça reste... je pense que la France reste un foyer très protecteur de son cinéma. C'est-à-dire qu'il reste un engouement des distributeurs qui le distribuent. Parce que je crois que là, au-delà du prestige, c'est l'importance de son cinéma prévaut sur son succès commercial. Et malgré tout, il fait en général plus d'entrées en France que, malgré ces chiffres qui paraissent bas par rapport à d'autres, il fait plus d'entrées en France qu'en Corée, où les chiffres sont encore plus bas souvent. Et, mais c'est vrai que Hong Sang-soo, là on est dans le pur film d'auteur. Ouais. Il n'y a pas du tout de clin d'œil vers le cinéma de genre, ou comme il peut y avoir parfois même chez Kim Ki-dok. Là, c'est vrai que Hong Sang-soo, c'est un cinéma qui est très codifié dans ce qu'il est, quoi, et qui, voilà, au bout de toutes ces années, le public français a identifié, enfin le public cinéphile, a identifié ce qu'était que le cinéma de Hong Sang-soo. Et c'est vrai que le cinéma de Hong Sang-soo, on aime ou on n'aime pas en général. Et il y a beaucoup de gens qui restent en dehors. Mais malgré tout, ça reste le plus prolifique. Hein. Il a fait 25 films ces 20 dernières années qui sont sortis en France en salle. Je crois qu'il y a à peu près 120 films coréens qui sont sortis en salle ces 20 dernières années. 1/5 de ces films, c'est des films de Hong Sang-soo. C'est incroyable quand même. C'est vrai. Si j'aimerais être un peu provocateur et mauvaise langue, je dirais que le plus grand succès pour la plupart, c'est des films qui ont une sacrée influence étrangère. Snowpiercer est l'adaptation d'une BD française, Cocorico, avec des acteurs étrangers. Finalement, comme tu le disais, David, beaucoup de spectateurs n'ont même pas su que c'était un film coréen. Parce que, certainement. Voilà, le casting était tellement hétéroclite, enfin universel. Mademoiselle, qui est l'adaptation d'un roman britannique. Ouais. Dernier train pour Busan, qui est un film de zombies, alors que c'est tout sauf un genre coréen, voire asiatique. Burning, qui est l'adaptation, là encore, d'une nouvelle japonaise. The Host, qui est un film de monstre, qui n'est pas du tout non plus un genre défini coréen. La princesse du désert, avec beaucoup d'influences plutôt chinoises. Old Boy, qui est l'adaptation d'un manga. Bref, je suis extrêmement provocateur, etc. Mais ça m'a étonné de voir que c'est finalement des mélanges, peut-être pas des pur cinéma coréen, qui séduit le grand public. Mais c'est ce qui permet, je pense, d'avoir une porte d'entrée pour le public, justement, qui, à cette époque-là, enfin, quand le cinéma coréen a débarqué, enfin, il y a plein de gens qui n'étaient même pas capables, je pense, de mettre la Corée du Sud sur une carte. Et c'est vrai que je pense qu'une partie du public, en tout cas, a besoin d'une certaine familiarité, ou peut-être pour pouvoir rentrer dans le cinéma coréen, quelque chose qui est trop coréen, effectivement, c'est peut-être plus difficile pour le public. C'est vrai qu'on voit qu'en général, de toute façon, les films qui sont très très coréens ne sont même pas distribués en France. Les comédies, ce genre de films restent en Corée, sortent même pas sur le marché DVD.
Et je pense que ça, c'est pas forcément en plus propre au cinéma coréen. Je pense que pour beaucoup de cinématographie étrangère, s'il y a un pied du film qui est rattaché à l'Occident, c'est toujours plus facile pour lui, je pense, de capter l'attention du public. Que ce soit un genre ou des acteurs, si le film dialogue avec le public international, il aura de plus en plus de chances quand même de fonctionner. Enfin, un film comme par exemple, comment il s'appelle ce film, Le gangster, le flic et l'assassin, on est clairement dans un genre extrêmement américanisé, même si le contexte est très coréen. En tous les cas, il y a quand même quelque chose du buddy, presque du buddy movie américain. Qui, je pense, parle tout de suite, qui peut être mis en avant, par exemple, par les critiques, qui peut être mis en avant dans une bande-annonce. Et d'un coup, presque la nationalité du film, je dirais, devient secondaire pour le public. Voilà. Et c'est là où, d'un coup, les scores commerciaux deviennent extrêmement intéressants. Toujours dans la provocation, est-ce qu'on peut dire que le cinéma coréen que l'on voit en France est du véritable cinéma coréen ? Bah oui, après c'est vrai que c'est forcément une fraction de ce qu'est le cinéma coréen. C'est vrai qu'on l'a dit, les grandes années, il y a 10 ou 12 films qui sortent en salle en France du cinéma coréen, plus les quelques sorties DVD, VOD, alors que le cinéma coréen, c'est plus de 200 films produits à chaque année. Donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir dire le cinéma coréen qu'on voit en France, c'est le cinéma coréen. C'est forcément une fraction. Et ça reste quand même un bon équilibre entre le cinéma d'auteur et un certain cinéma populaire coréen. Après, c'est vrai que, voilà, par exemple, la comédie coréenne reste assez inconnue, je pense, des spectateurs français. Certains films purement d'action. C'est vrai que, on l'a dit, hein, le cinéma coréen qu'on a en France, c'est le cinéma coréen d'auteur cannois et quelques grands succès que les distributeurs tentent de sortir avec plus ou moins de succès justement en France. Et encore, le cinéma d'action, je crois, est mieux traité que la comédie. La comédie, vraiment, la comédie coréenne, c'est terrible, mais à part au fin fond d'un catalogue Netflix, vous n'y avez pas accès, alors que le cinéma d'action pur a encore ses chances en DVD, vaguement, par des distributeurs. Même sur Netflix, la comédie, je ne suis même pas sûre. Est-ce qu'il y a des comédies coréennes sur Netflix? Il doit y en avoir peut-être une ou deux. Enfin, c'est vrai que je ne sais pas. Mais par contre, le film d'action a quand même plus ses chances. Je pense notamment au film d'action avec Ma Dong-seok et Lee Byung-hun qui est sorti récemment sur le volcan qui serait... Ah oui, Ashfall. Ashfall. Alors, après, il y a toute une technique, hein, c'est pareil pour Battleship Island, pour un peu, comment dire, effacer l'identité coréenne de ces films-là. C'est-à-dire que d'un coup, Ashfall, sur la jaquette, il n'y a pas le nom des acteurs. C'était un peu pareil pour Battleship Island. Si vous ne saviez pas que c'était coréen, vous ne pouviez pas le savoir en tous les cas en regardant juste la jaquette. Ça c'est sûr. Fallait tourner le DVD pour savoir d'où venait le film. Mais en tous les cas, ce sont des films qui sont beaucoup plus exploités finalement en France que sur le coup les pures comédies. La comédie, je crois, c'est vraiment le tue l'amour pour la distribution internationale. Comme je crois que l'humour, c'est peut-être ce qu'il y a de plus clivant entre les pays. Et la comédie coréenne, à part au FFCP, on en voit très très rarement. Est-ce que là, le cinéma coréen ne pâtit pas de son identification très généralisée d'un certain type de public qui dit Asie? Et donc, qui dit Asie, dit soit cinéma d'action, Kung Fu, Bruce Lee, etc., même si ça fait 50 ans qu'il est mort, cinéma de l'extrême, parce qu'on va l'apparenter à un cinéma japonais. Voilà, parce que finalement, cette limitation dans la représentation des genres et de son cinéma est aussi restreinte au niveau du cinéma coréen que du cinéma chinois, thaïlandais et d'autres pays de l'Asie. Je suis pas sûre. Alors je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire vraiment
le film noir, aujourd'hui, voilà, est-ce que le filtre du film noir tend à uniformiser un petit peu ce qui sort? Après, moi, quand je vois le succès d'un film comme Mademoiselle, bon, ben, pour moi, ça ouvre quand même les perspectives. Après, je suis d'accord sur les films qui ont de l'espoir, notamment dans l'exploitation de DVD et tout. Oui, bien sûr que on a tendance à normer. Et je pense que si on norme à la source, c'est parce que le marché et les résultats commerciaux sont probants dans ce domaine-là. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte d'uniformisation. Après, quand vous voyez des films comme Battleship Island, notamment, on est quand même dans le film historique, même si on est un peu on est dans le genre, mais on n'est pas dans le film d'action à coups de marteau. Par rapport à la promotion et la visibilité donnée par rapport à ce cinéma coréen, on va rester à l'échelle française. On a bien délimité que la première représentation finalement était par les festivals. Qui dit festival, il y a certes les grands festivals, donc avec le label Cannois qui fait que c'est ça un succès aussi. Mais dans un cas comme les festivals de films coréens de Paris, c'est un autre type de festival et une autre contribution par rapport à la promotion et à la visibilité. Vous montrez des choses qui vont peut-être jamais sortir en France, qui font ça le comble, donc il y a quand même une certaine demande et qui contribuent aussi à une certaine forme de promotion, de visibilité. Voilà, c'est vrai que le but du Festival du film coréen à Paris, très vite, ça a été de montrer que voilà, justement, le cinéma coréen ne se résume pas à la dizaine de films qui sortent chaque année et à ce qu'on voit au Festival de Cannes. Et du coup, c'est ça aussi notre intérêt, c'est de montrer justement les comédies, les documentaires, certains films plus populaires, d'autres beaucoup plus pointus et qui n'ont pas l'accès soit aux salles, soit au marché vidéo, soit à Netflix. Après, c'est vrai que nous, du coup, c'est un public beaucoup plus local parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'aura d'un festival comme Cannes. Donc nous, notre but, c'est pas forcément de faire connaître à la France entière le cinéma coréen. Ça va être plus au public parisien, mais c'est aussi, on sait que des distributeurs, des éditeurs viennent au festival. Et c'est aussi donner la possibilité à certains films coréens qu'on estime être importants ou qui nous tiennent à cœur, qu'ils aient la possibilité peut-être de taper dans l'œil aussi de distributeurs et d'éditeurs et de pouvoir sortir à une plus grande échelle que celui de notre festival qui dure une semaine et qui est, même si on a un public qui vient de province, il est essentiellement parisien ou francilien. Dans la presse, là encore, la promotion, la visibilité du cinéma coréen, est-ce qu'il y a une place dédiée? Est-ce que c'est en fonction de l'actualité? Est-ce que, au sein de votre rédaction cinématiseur, vous avez quand même un vrai œil? Oui, on essaye. En fait, on essaye dès qu'il y a une actu, aussi petite soit-elle, on essaye d'aller la chercher. Ça peut être là récemment, The Call, un film qui arrivait directement sur Netflix, mais qui était une grosse sortie quand même en Asie notamment. Donc on a eu un peu de mal à décrocher le screener pour le voir en avance et tout ça, mais en fait, et je crois que en Corée, Netflix, les équipes coréennes de Netflix étaient très curieuses de savoir pourquoi on s'intéressait plus particulièrement au film. Donc j'en déduis que quand les équipes coréennes sont très curieuses de savoir pourquoi une rédaction s'intéresse autant au cinéma coréen, ça veut dire qu'on n'est pas nombreux à le faire et que c'est plutôt atypique, voire incongru. Bon, moi, ça me désole un petit peu parce que je pense que il y a de très beaux films à traiter, qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus sur l'exposition et la critique et le travail journalistique sur le cinéma coréen. Bref, tout ça pour dire que effectivement, c'est pas le cinéma coréen, il n'est pas encore traité comme le cinéma américain ou comme le cinéma français dans les magazines généralistes, même parfois dans les magazines spécialisés. Je suis toujours un petit peu étonnée. Nous, c'est vraiment un vrai plaisir et on le traite pas différemment d'un autre cinéma, même un cinéma américain. On éprouve beaucoup de plaisir à donner de la place,
quand Battleship Island était sorti, même si c'est que sur une copie, on avait organisé une interview avec Ryo Sang-hwan, on avait fait venir notre traductrice. Finalement, je crois que le pire ennemi de ça, c'est c'est peu organisé, si vous voulez. Enfin, quand il y a un film coréen qui est susceptible de trouver un public en France, est-ce que le distributeur met en place tout ce qu'il faut pour que la promotion soit faite et pour que le travail journalistique soit fait? Je ne suis pas sûre. C'est très compliqué. Peu de talents coréens parlent de manière... sont bilingues en anglais, ou donc il y a tout un système de traduction qu'il faut mettre en place. Donc c'est toujours un peu plus laborieux, entre guillemets, que les productions américaines. Donc c'est un peu grippé. Voilà, c'est un système journalistique un peu grippé. Mais par contre, nous, clairement, c'est un cinéma qui nous intéresse énormément, parce qu'il y a de très belles choses qui se passent, quoi. Et puis, par contre, j'ai toujours trouvé ça un peu injuste, parce qu'un mauvais film américain trouvera toujours plus sa place dans les journaux qu'un bon film coréen, et même qu'un film coréen moyen. On est beaucoup plus tolérant, finalement, avec le cinéma américain, qui apparemment rapporte toujours plus de lecteurs qu'un cinéma coréen, mais ça, vraiment, j'ai des doutes. Et je pense que c'est vraiment dommage, vu l'engouement quand même du cinéma coréen. Enfin, quand il y a des films qui font 60 000 entrées, je suis désolée, mais c'est toujours plus que plein de films américains qui sont partout dans les pages des publications. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai travail, un vrai plaisir, quoi. Alors, l'une des plus-values de Cinématiseur est que vous couvrez également des productions qui sortent directement sur Netflix. Bon, évidemment, la période fait aussi que, mais vous l'avez déjà fait avant, que parfois vous faites aussi des mini-dossiers qui sont des véritables focus sur des choses qui sont moins acquises par le grand public, on va dire. Et vous êtes même allé jusqu'à faire des couvertures bien plus osées. Je pense à Donnie Yen pour la sortie de Mulan, Burning. Oui, on avait fait Steven Yeun. Burning. Après, le risque était quand même plus limité, parce que vu qu'il avait une vraie grosse carrière aux États-Unis, mais ça reste quand même, bien sûr, pour défendre Burning. On était vraiment très contents, et puis il nous avait donné une interview très généreuse. On sentait qu'il était très content de donner une interview pour un film qui lui tenait autant à cœur que celui-là. Et on avait fait, au tout début du confinement, une couverture sur Doona Bae, qui, pareil, c'est presque désarmant, parce que quand on sait la superstar que c'est en Corée, qu'elle vous donne 1 heure par Zoom, et qu'elle est extrêmement généreuse, et qu'elle vous parle de tout, et c'est des conditions de travail qui sont peut-être même meilleures que parfois avec des acteurs et des réalisateurs américains. Il y a une vraie générosité aussi. Question un peu choc, mais je la pose quand même. Lorsque vous faites des couvertures comme ça, sur un Donnie Yen, Steven Yeun, est-ce que vous vendez plus parce qu'il y a une communauté qui se mobilise en plus de votre lectorat habituel? Est-ce que ça va vendre moins parce que le grand public, encore une fois, ne l'identifie pas? Je pense qu'il y a un rôle de la presse, et qui n'est pas forcément celui de... je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, je ne vais pas chercher le choix le plus populaire, forcément. Et par contre, moi, comme on est un magazine totalement indépendant, pour nous, ce qui nous importe quand même, c'est d'offrir au lecteur quelque chose qu'il n'ira pas forcément avoir ailleurs. Et donc... peu importe, si vous voulez, les chiffres, ou est-ce que ça va vendre plus, ou... Pour moi, ce qui est important, c'est d'assurer une sorte de diversité de traitement médiatique. Ça me paraît aberrant que Burning, la seule couverture, ça soit positif. Et encore positif, heureusement qu'ils la font, si vous voulez, mais ils ont une vraie... une vraie fidélité à Lee Chang-dong. Donc mais il faut que la presse plus généraliste s'empare aussi de ça. C'est pas, je veux dire, on a ce rôle-là. On n'est pas là juste pour vendre du papier. On est là aussi quand même pour éduquer ou transmettre, pas éduquer, mais transmettre à un public toute la diversité de ce qui se fait. Moi, ça me paraît aberrant que des stars coréennes ne fassent pas des couvertures de magazines en France, quoi. Alors, en plus, la presse cinéma est devenue quand même, faut comparer à il y a 20 ans,
comparé ne serait-ce qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé, la presse de cinéma, elle est devenue quand même plus une presse de niche aujourd'hui. Donc le risque, il n'y a pas de risque en fait à mettre Steven Yeun en couverture. Il n'y a pas de risque. Steven Yeun, tout le monde le connaît en plus. Walking Dead, c'était une des stars de Walking Dead, et honnêtement, je pense que Walking Dead, c'est massif comme phénomène. Le risque était extrêmement limité, mais on nous parle encore de risque, vous voyez. On nous dit souvent de prendre le risque de mettre Steven Yeun en couverture, et en fait, pour moi, j'élimine ce terme. En fait, c'est notre rôle de le faire. La presse n'est pas seulement faite pour vendre des encarts publicitaires. Et Emmanuel vient de nous spoiler Walking Dead. Oui, Steven Yeun est mort, mais ça fait déjà quelques saisons en arrière, donc ça va. On va amasser la dernière ligne droite pour que nos techniciens aillent jusqu'au bout avec nous. On a vu l'arrivée du cinéma coréen, une certaine identification qui n'est peut-être pas représentative de tout le cinéma coréen, encore une fois, par tout un tas de facteurs. Une promotion qui est quand même donnée à ce cinéma, et pas seulement pour gagner de l'argent et sans même penser à un quelconque risque, sauf celui de transmettre sa propre passion. Mais vraiment, et c'est la question de départ, est-ce que le cinéma coréen est-il identifié au jour d'aujourd'hui, en plus avec tous ces coproductions et films de genre, etc., tout ce qu'il fait pour brouiller les pistes par rapport à la culture? Là, cet été est sorti en France un film qui s'appelle Lucky Strike, qui est un film noir, un film de genre. Mais c'est l'un des premiers, je crois que c'est le premier film post-Parasite, avec Nous les chiens, qui est un film d'animation. Il y avait eu Le gangster, le flic et l'assassin. Ah oui, Le gangster et le flic et l'assassin. L'été qui suivait. Exact. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Et donc on sent quand même, par exemple dans Lucky Strike, certains ont fait l'amalgame dans la veine de Parasite. Moi, je ne sais pas en quoi, mais si vous voulez, c'est comment dire. Aujourd'hui, le cinéma coréen, c'est effectivement depuis Parasite devenu un tout petit peu plus hype. Et si ça permet à des films qui ne seraient pas sortis autrement d'avoir un certain succès entraînant peut-être la confiance d'autres distributeurs, qui donc vont parier peut-être sur d'autres films, etc. Enfin, je crois que c'est un cercle vertueux qu'on est à peu près en train de vivre en ce moment. Et si ça permet de diversifier un tout petit peu l'offre, moi ça me paraît plutôt pas mal. Je sais pas, David? Ouais, moi je pense que forcément l'effet Parasite a été un peu coupé dans son élan par la situation sanitaire mondiale, qui fait que cette année c'est difficile de voir quels sont les effets qui devrait avoir lieu maintenant. Parasite, il est sorti l'année dernière, en 2019, une année où je crois que depuis que le cinéma coréen est arrivé, il n'y a jamais eu aussi peu de films coréens qui étaient sortis que l'année dernière. L'année dernière, il y a eu 3 films coréens qui sont sortis. C'était vraiment ridicule. Même cette année, avec la pandémie, il y a eu 5 films coréens qui sont sortis en salle en France, ce qui est plus. Mais je pense que... Est-ce qu'il est identifié? Je ne sais pas. Très sincèrement, je pense qu'effectivement, d'un seul coup, toute une partie du public pour qui le cinéma coréen, c'est quelque chose de très flou, de très nébuleux, se dit « Ah, le cinéma coréen, ah oui, d'accord, Parasite, c'est coréen, ok ». Je pense qu'effectivement, ça va un peu focaliser et rendre moins flou une certaine vision du cinéma coréen en France. Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de ce qui va être fait par les distributeurs en France, ce qu'ils vont choisir de faire, de sortir. Encore une fois, la situation de la pandémie va rendre l'économie mondiale du cinéma très compliquée. Pour beaucoup de distributeurs, ça va être compliqué de sortir des films coréens qui ont moins de garanties à leurs yeux que le cinéma américain ou français. Je pense qu'en tout cas, la grande vertu de Parasite, c'est de montrer que finalement, un film coréen n'a pas de limite dans son potentiel populaire, ce qu'on croyait depuis 20 ans, puisque depuis 20 ans,
aucun film coréen, aussi populaire soit-il, n'arrivait à percer ce plafond de verre des 250 000, 300 000 entrées. On avait l'impression depuis 20 ans, le cinéma coréen c'est très bien et ça peut marcher, mais finalement voilà, ça reste une niche parce qu'on n'arrivera jamais à faire plus de 250 000 ou 300 000 entrées, que ce soit Un dernier train pour Busan ou un film qui a un grand prix à Cannes, ça sera 250 000, 300 000 entrées à jamais. Et d'un seul coup, Parasite a montré que un film peut faire plus d'entrées en salle que 3 ou 4 ans de cinéma coréen. Et que finalement, faut faire confiance au cinéma coréen malgré tout. Et que le potentiel est là. Donc, moi, j'avais hâte, en fait, après Parasite, de voir ce qui allait se passer au niveau de la distribution en France. Parce que je me suis dit, il va se passer quelque chose, il va y avoir plus d'intérêt. Il y a eu des premiers effets. Bon, il y a eu Lucky Strike, effectivement, qui a été acheté, qui a plutôt bien marché. On l'a vu, il a fait 100 000 entrées, ce qui est franchement très bien. Mais forcément, ça a été coupé dans son élan. Et donc moi, j'attends de voir ce qui va se passer une fois que la situation va être établie. Parce que finalement, ce que je vois aussi ces dernières années, ce qui m'inquiétait un peu, c'est que on parlait du baromètre qu'est le Festival de Cannes. Ces dernières années, il n'y a plus de travail de défrichage du Festival de Cannes. Notamment des sections qui sont l'antichambre de la compétition, que ce soit Un certain regard, La Quinzaine, La Semaine de la critique. Finalement, ça fait plus de 5 ans que dans ces sélections-là, il n'y a pas eu de film coréen. La Semaine de la critique, le dernier film, c'était, je crois, Coin Locker Girl en 2015. La Quinzaine des réalisateurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un film sélectionné depuis Hard Day en 2014. Un certain regard, je me souviens qu'en 2015, il y avait eu Madonna et c'était The Shameless qui sont restés inédits en salle comme Coin Locker Girl. Et depuis, il n'y a rien eu. Il y a juste eu les habitués qui sont venus en sélection officielle. Il y a eu 2 ou 3 Hong Sang-soo, il y a eu un Lee Chang-dong, il y a eu Parasite qui a eu la Palme d'Or. Mais où est le travail de défrichage qu'ils ont fait dans les années 2000 et qui font plus et qui laissent penser à, je pense, toute une partie de la cinéphilie que le cinéma coréen s'est passé, il n'y a plus de cinéma coréen. Le cinéma coréen, derrière les Kim Ji-woon, Park Chan-wook, Bong Joon-ho, il n'y a pas de relève. Ce qui est faux. Il y a plein de premiers films coréens qui sont passionnants, que nous on passe au FFCP et qui auraient toute leur place dans des grands festivals. Et j'attends que ça revienne parce que je sais que nous on aura beau passer tous les meilleurs premiers films coréens qui soient au FFCP, tant que le Festival de Cannes on ne sélectionnera pas ne serait-ce qu'à la Quinzaine ou à Un certain regard, ça n'aura pas d'impact. Il ne faudrait pas que en fait, le potentiel coréen en France s'encroute dans des sortes d'habitudes, c'est-à-dire que tous les ans, on sort le Hong Sang-soo, il n'y a plus Kim Ki-duk, donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de relève, donc ça sera Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Ji-woon s'il veut bien refaire du cinéma, parce qu'en plus ça fait hyper longtemps qu'il a pas fait de film de salle. Et puis Na Hong-jin, tous les fans de cinéma coréen attendent Na Hong-jin comme ça tous les 3 ou 4 ans, fébrile. Qu'est-ce qui devient, machin. Mais en fait, il ne faudrait pas paupériser l'offre, quoi, et s'encrouter dans des espèces d'habitudes. Ça serait vraiment dommage, quoi. Il faut encore garder, c'est vrai, une sorte de curiosité. Et heureusement que le FFCP est là, parfois, pour montrer des auteurs pour lesquels on ne comprend pas le silence général. Voilà. Parfait. C'était mon cri du cœur. Merci beaucoup infiniment d'avoir suivi cette table ronde de conférence dans les conditions ce qu'elles sont, avec une formidable équipe technique quand même derrière, si vous saviez combien de caméras sont juste en face de nous. Évidemment, apporter une vraie réponse à cette question posée, là aussi peut-être un peu provocatrice, la France enfin conquise, c'était quasi mission impossible. Ce qui nous tenait à cœur, c'était de dire qu'il y a un cinéma coréen qui est extrêmement riche. Il y a plus de 120 films, 130 films produits chaque année. On en voit 5 à 10 dans les salles obscures françaises au mieux. Ce qui s'est révélé également, c'est que ces films coréens, parfois, mélangent un peu le genre, brouillent les pistes déjà à la base, adaptent aussi les influences en fait pour le mélanger à leur propre culture. Je pense que c'est une
force également du cinéma coréen d'arriver à ça, mais doit lutter contre cette paupérisation des festivals ou de certains auteurs reconnus. Une poignée qui sont très régulièrement cités parmi les centaines de réalisateurs qui sont en réalité actifs, avec des festivals comme un festival de Cannes qui ne fait peut-être plus le travail de défrichage. Je te laisse le mot, mais je le partage tout à fait, mais qui sont contrebalancés également par des festivals plus petits, ça ne veut absolument rien dire non plus, comme le FFCP, comme le festival de Vesoul, etc., où il y a un travail de défrichage à leur hauteur, mais qui font aussi des salles combles. Donc, il y a de l'intérêt pour ça. Il y a un public pour ces films qui ne drainent pas, peut-être pas des milliards d'euros, mais il y a cette curiosité, ce bouche à oreille. Il y a tous ces films qui existent maintenant sur des plateformes de streaming et qui fait aussi que le cinéma coréen en soi vit grâce à cet apport d'un grand, terrible Netflix ou Amazon, mais qui a le mérite de proposer des choses qui ne sont pas disponibles par ailleurs. Évidemment, le rôle de la presse aussi. Merci Emmanuel, encore une fois, de dire que c'est la transmission d'une passion, qu'une certaine presse parle encore des choses qui leur tiennent à cœur et non pas seulement du dernier buzz en date ou David Fincher à la une de tout le magazine de cinéma et autres. Il le faut, il doit exister, mais il y a d'autres choses qui existent. En attendant, le cinéma coréen représente moins d'1% des chiffres d'entrée à l'année en France, mais il est là, à côté d'un cinéma chilien, kazakh, iranien et de tant d'autres pays, et nous sommes extrêmement chanceux d'avoir encore ce cinéma en France, parce que pour avoir vécu dans d'autres pays, ça n'existe déjà plus ailleurs, donc profitons aussi de cela. Merci infiniment de vos interventions, de votre présence. Merci à tous. Merci à toi. Et à une prochaine fois.